et les projets régénératifs. Voilà, et donc moi je suis Louisiane Guézel. Alors j'ai juste trouvé la zapette, voilà. Je suis Louisiane Guézel, je suis responsable de l'innovation et de l'impact chez Écoterie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on restaure et qu'on régénère des écosystèmes terrestres, des forêts, des zones humides, des espaces agricoles, des espaces marins. Et on le fait grâce à l'intervention, au financement, à la contribution d'entreprises. Et je suis accompagnée pour cette conférence de Véronique. Oui, tout à fait, Véronique Letellier. Donc j'ai la joie de travailler depuis 5 ans chez AXA Climate et sur la partie culture et innovation. Et je suis aussi co-créatrice de la Butterfly School, qui est une école qui accompagne les entreprises sur le chemin de la régénération. Super. L'objectif aujourd'hui, ça va être 3 choses principales. Déjà, vous apporter des éléments de contexte et notamment un argumentaire à donner probablement à vos dirigeants pour expliquer pourquoi est-ce que la RSE ça suffit plus et pourquoi est-ce que donc il faut tendre vers la régénération et les projets régénératifs. Je donnerai ensuite la parole à Véronique qui ira plus en profondeur, qui vous expliquera comment changer de lunettes et passer vers l'entreprise régénérative. Et puis ensuite, on s'attaquera à un pan indispensable de l'entreprise régénérative qui est la préservation et la restauration des écosystèmes. Et ça, c'est ce que du coup, nous, on fait chez Écoterie. Donc pour commencer sur le contexte, je vais vous apporter 2 principaux éléments. Mais la première raison, c'est une raison du marché. On voit ici à l'écran un schéma qui a été proposé par la Convention des entreprises pour le climat, qui est un regroupement de 150 entreprises, et qui pousse les entreprises à tendre vers le modèle régénératif. Ils expliquent qu'il y a 4 grandes étapes pour tendre vers la régénération. Donc on a à la base le business as usual, l'entreprise ensuite dite responsable, c'est l'entreprise qui va chercher à intégrer les principes de la RSE, qui va chercher à limiter ses impacts négatifs. C'est l'entreprise qui se conforme aux règles aussi, qui suit les réglementations. Le stade d'après, c'est l'entreprise contributive qui va chercher à avoir une ambition sociétale, à avoir une performance globale, à intégrer la RSE dans son modèle économique. Et puis le dernier step, c'est l'entreprise régénérative. Donc c'est l'entreprise qui va chercher le net positif. C'est-à-dire qui ne va pas uniquement, par exemple, limiter son impact négatif sur les ressources, mais qui va chercher à laisser un impact positif sur ses ressources. C'est l'entreprise qui va restaurer, régénérer les conditions du vivant et qui va se placer dans un prisme d'interaction avec le vivant, qui va repenser sa place avec le vivant, et ça c'est ce que va aborder beaucoup Véronique. Ça c'est les 4 grandes étapes que pousse aujourd'hui la Convention des entreprises pour le climat. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, la RSE, donc l'entreprise responsable, le fait juste de limiter ses impacts négatifs, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Avant, c'était un nice to have, c'était un élément différenciant. Aujourd'hui, c'est un must have. Et la différenciation, les entreprises les plus innovantes en matière de durabilité sont les entreprises qui vont chercher à atteindre la régénération. Donc un premier élément à apporter à vos dirigeants si vous le souhaitez, c'est de tendre vers la régénération parce qu'il y a une approche marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi poussent aussi les ONG et le marché en général. L'autre argument, c'est un argument scientifique et on va prendre 2 principaux prismes sur le sujet. On va d'abord commencer par le carbone et vous allez comprendre que juste limiter ces émissions de gaz à effet de serre, ça ne suffit pas. Ce que je vous propose, c'est de regarder le cycle du carbone. Globalement, ce qu'on sait, c'est qu'on émet des gaz à effet de serre qui sont à peu près à 90% liés à la combustion d'énergie fossile. C'est ce qu'on voit ici. Et à peu près à 10% qui sont liés à la déforestation. Puisque je le rappelle, quand on déforeste, très souvent, on brûle des parcelles entières de forêt, donc qui réémettent ce qu'elles ont contribué à séquestrer. Il en résulte des émissions de gaz à effet de serre. Il y a une partie qui va être séquestrée par des puits de carbone. Les puits de carbone naturels, forêts et océans. Et ce qui n'est pas séquestré par les puits de carbone, puisqu'on ne peut pas tout séquestrer grâce aux puits de carbone, eh bien du coup ça reste dans l'atmosphère. Et c'est ça qui crée le dérèglement climatique. Je vous le simplifie, mais globalement c'est ça. C'est ce delta. Et donc ça fait qu'une entreprise qui veut chercher vraiment à avoir un modèle de régénération, eh bien effectivement elle va chercher à diminuer ces émissions de gaz à effet de serre, d'abord avec ses impacts en termes de combustion d'énergie fossile, que ce soit ses impacts directs ou indirects, en termes de déforestation, mais c'est aussi une entreprise
qui va chercher à avoir un impact positif sur la restauration des puits de carbone, et notamment forêts et océans. Et ça, c'est super important dans un contexte où, à cause du dérèglement climatique, les puits de carbone s'érodent et donc sont de moins en moins en mesure de remplir leur fonction de séquestration. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle, que vous connaissez peut-être, une boucle de rétroaction. Ça veut dire que le dérèglement climatique va encore plus s'empirer. Ça, c'était pour aborder le prisme carbone. Il y a un deuxième prisme qui est intéressant et qui montre aussi que juste limiter ces impacts négatifs, ça ne suffit pas, mais qu'il faut contribuer à plus. C'est la biodiversité. Alors, je vais peut-être revenir sur une définition de la biodiversité parce qu'aujourd'hui, on en parle moins. C'est 8 fois moins médiatisé que le climat, d'ailleurs, dans les médias, je lisais ça. La biodiversité, c'est 3 choses. C'est la diversité des écosystèmes, forêts, océans, milieux tempérés, quelles que soient les géographies. Au sein de chaque écosystème, il y a une diversité d'espèces, et au sein de chaque espèce, il y a une diversité génétique. Il y a plusieurs types de coccinelles, par exemple. Toutes ces interactions, ça forme la biodiversité. Donc c'est super dur à mesurer, c'est pour ça, entre autres, qu'on n'a pas la tonne de CO2 équivalent qu'on utilise pour le climat, applicable à la biodiversité. Quand je suis une entreprise, j'émets des pressions sur la biodiversité. Alors parfois, on ne le voit pas, mais en fait, toutes les entreprises émettent des pressions. Parce que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a 5 grandes pressions sur la biodiversité. Il y a d'abord la destruction des habitats. Donc en tant qu'entreprise, est-ce que j'urbanise beaucoup, par exemple? L'urbanisation, c'est une cause importante de destruction des habitats. Il y a d'autres sujets. Par exemple, à Paris, on a perdu 80% des moineaux à cause des ravalements de façades. Parce que dans les façades, il y avait des petits trous. Et c'est là où venaient nicher les oiseaux. Et à cause des ravalements de façades, on a perdu 80% des moineaux. Donc la destruction des habitats, c'est la première pression sur la biodiversité. La deuxième pression, c'est la surexploitation des ressources. Donc, dans le cadre de mon entreprise, dans quelle mesure est-ce que j'ai un impact, par exemple, sur la surpêche? La troisième raison du dérèglement climatique, de l'érosion de la biodiversité, pardon, c'est le dérèglement climatique. La quatrième, ce sont les pollutions. Donc, dans mon entreprise, est-ce que j'émets des pollutions dans le sol, dans l'eau, dans l'air? Et puis la dernière chose, ce sont les espèces exotiques envahissantes, qui, elles, sont généralement introduites parce qu'on fait des achats qui viennent de loin et que parfois, sans faire exprès, on introduit des espèces qui ne sont pas supposées être là. Pour vous donner un exemple, le frelon asiatique est arrivé dans le sud de la France parce que quelqu'un a acheté un ensemble de poteries et dans les poteries, il y a eu un frelon asiatique qui est arrivé et à ce moment-là, le frelon asiatique est rentré en concurrence avec d'autres espèces. Et c'est comme ça qu'il a un impact négatif sur la biodiversité qui était présente initialement. Donc bien sûr, qu'entreprise, une fois que j'ai compris ce que c'est que la biodiversité, je dois réduire mes pressions. Mais en fait, il faut aller au-delà de ça. Parce que mon entreprise, elle dépend aussi de la biodiversité. Je dépends de la biodiversité parce que j'utilise du bois, parce que j'utilise de l'eau, parce que mes collaborateurs, ils se nourrissent le midi, et donc ça nécessite de la pollinisation. Je dépends de la biodiversité donc pour des raisons d'approvisionnement, de régulation. Je dépends de la biodiversité pour des raisons culturelles. Je travaille dans le tourisme. Je dépends forcément énormément de la biodiversité parce que ma clientèle vient pour la dune du Pilat ou que sais-je. Il y a à peu près 55% du PIB mondial qui dépend de la biodiversité. Donc, en fait, l'idée là, c'est de me dire, je suis une entreprise, j'ai des impacts et j'ai des dépendances à la biodiversité. Donc, il s'agit certes de diminuer mes pressions, mais aussi de restaurer la biodiversité parce que j'en dépends. Et ça, les deux sont fondamentaux. On a déjà perdu 69% des animaux vertébrés en 50 ans. 80% des zones humides, qui sont des vrais réservoirs à eau, ont déjà disparu. Donc on ne va pas tous attendre d'avoir réduit nos impacts sur la biodiversité. Alors sur le climat, déjà, il y en a pour un bout de temps, mais sur la biodiversité, le temps que tous on comprenne le sujet, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc on ne va pas tous attendre d'avoir réduit nos pressions sur la biodiversité en 2040-2050 pour commencer à restaurer les écosystèmes. Nous, on est sur le terrain, on le voit tous les jours, donc c'est pour ça qu'on insiste sur ces deux notions. Il faut indéniablement réduire nos impacts négatifs sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité, mais il faut aussi indéniablement restaurer la biodiversité et les puits de carbone. Donc là, vous avez eu deux éléments principaux de contexte. Un élément de marché. Aujourd'hui, le marché pousse à aller plus loin que la RSE. Les entreprises qui se différencient, elles font de la régénération. Et deux, scientifiquement, juste limiter ces impacts négatifs,
c'est pas valable. Il faut aller plus loin, il faut aussi contribuer à la restauration des écosystèmes. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, je vais laisser la parole à Véronique, qui va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et commencer par une petite vidéo, je crois. Oui, alors, l'entreprise régénérative, est-ce que c'est juste un mot à la mode? Je vous ai préparé une petite vidéo. Merci Hortense. Expansiance, vous les connaissez tous via leur marque phare, Mustela. Expansiance, c'est un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros, 1100 salariés dans le monde, 300 en France. Entreprise familiale créée par Paul Berthomé, son capital est détenu à 100% par son PDG, Jean-Paul Berthomé. Sur le chemin du régénératif, Expansiance rejoint la CEC en 2021, devient une société à mission et surtout, ils stabilisent leur volume. Notre point aujourd'hui chez Expansiance, c'est pas de dire qu'on défend la décroissance, c'est de dire que si décroissance il y a, et il y aura sûrement, il faut qu'on soit préparé à ça. Donc cette année par exemple, on fait un premier budget qui n'a pas de croissance en volume. Et ça n'est pas un problème. On trouve même que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le chemin vers le régénératif a aussi impacté le pôle R&D de création. Dans la cosmétique en général, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un brief marketing qui va vous dire bah, tiens, je veux un produit qui fait ci, ça, 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 qui est de telle couleur et qui sent ça. Et puis les laboratoires vont demander aux acheteurs d'aller dans tous les pays du monde pour aller chercher la matière la plus qualitative possible, la moins chère possible, quelle que soit la provenance. Ça peut plus continuer. Donc on se dit, ce qu'il faut faire maintenant, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on saurait fabriquer autour de notre centre de production avec des matières issues de 200, 300, 500 km maximum autour de chez nous. PME basée près de Lille, Pocheco fabrique depuis 1928 des enveloppes. En chiffres, Pocheco, c'est 85 salariés, 5000 arbres coupés par an, 50 000 arbres replantés et un bilan carbone négatif de 46 000 tonnes par an. Depuis 25 ans, son PDG actionnaire Emmanuel Druon a tracé un chemin vers le régénératif, que ce soit avec la forêt ou bien encore avec les encres de ces enveloppes qui ne comportent plus de solvant. Alors au début, c'était plus cher financièrement, mais on a pu acheter des quantités plus importantes, faire les mélanges nous-mêmes, récupérer les déchets pour les réutiliser ensuite, et en fait on a progressivement, il a fallu 2-3 ans, baissé les coûts financiers en même temps qu'on baissait les coûts pour la santé humaine, puisqu'il n'y a plus de solvant, on ne porte plus de masque, on n'a plus besoin de gants, il n'y a plus de risque. Et on a baissé les coûts pour le milieu naturel, puisque le résidu non toxique de cette nouvelle formule nous permet aujourd'hui de nettoyer nos outils dans de l'eau qui vient de la toiture avec du savon de Marseille, et le résidu est dépollué par notre station d'épuration naturelle qui est une bambousette phytorémédiation. Donc on est une usine zéro déchet, zéro gaz, zéro fossile. C'est 10 millions d'euros d'investissement sur cette usine en 25 ans et c'est 15 millions d'euros économisés. C'est un fonctionnement qui nous a sauvés du dépôt de bilan. Si nous n'avions pas fait ça, nous aurions dépensé 5 millions d'euros de plus et à l'heure où je vous parle, on ne serait plus là pour en parler. Derrière chaque interrupteur, il y a des câbles et des câbles. Et des câbles. Et derrière certains câbles, depuis 120 ans, Nexans. Coté en bourse, Nexans, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une action proche des 90 euros, 28 000 collaborateurs dans 42 pays. Depuis 2018, son PDG Christopher Guérin prend un chemin radical de réduction des impacts, sans plan social. Un mouvement inédit pour une entreprise de cette taille. Et la méthode, c'est qu'on est passé de 17 000 clients servis à 4 000. On s'est densifié, on a densifié nos efforts et notre production d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. On a réduit le nombre de produits de 30 à 40% sur l'ensemble du périmètre de Nexans, et ce qui nous a permis de réduire nos émissions de carbone depuis 2019 de pratiquement 28%, et certainement 40% dans les 2 prochaines années. C'est là qu'on a expliqué que moins de clients et moins de produits génèrent beaucoup plus de cash. Alors qu'on vous a appris pendant des années, plus de clients, plus de produits vont vous aider à couvrir vos frais fixes.
C'est une aberration économique que personne ne cherche à relever, mais c'est une vraie erreur économique. Le fait que vous vous débarrassiez de 13 000 clients libère énormément de temps managérial, de temps de production, de temps de qualité. Donc si vous gérez bien ce temps-là, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà, rien de mieux que de démarrer par des petits exemples d'entreprises qui sont vraiment pionnières et qui sont sur ce chemin de la régénération. Alors, c'est quoi l'entreprise régénérative? Alors, on peut dire, oui, une entreprise qui respecte les limites planétaires, une entreprise qui contribue positivement à ces écosystèmes. Mais en fait, on va plus loin. Une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui opère comme un système vivant et qui, effectivement, respecte les principes du vivant. Et ces principes du vivant, on ne les a pas inventés. En fait, c'est des principes qui existent depuis des milliards d'années dans votre corps, dans la nature, dans la forêt, dans l'univers, tout autour de nous. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'une entreprise régénérative opère comme un système vivant et donc respecte des principes du vivant. Alors, en voilà quelques-uns. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, croissance limitée. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui pousse jusqu'au ciel? Diversité. Quand vous vous promenez en forêt, en fait, des arbres, une forêt qui serait en monoculture avec toujours la même espèce d'arbre, en fait, est beaucoup plus sensible aux maladies, aux incendies, en fait, qu'une forêt en multiculture. Donc la diversité est une condition, en fait, de robustesse des systèmes vivants. Sous-optimalité. Alors celui-là, il faut réfléchir, parce que sous-optimalité, en fait, ça veut dire qu'on en garde toujours sous le coude, en fait, qu'on n'est pas toujours à fond. Par exemple, dans votre corps, vous avez des enzymes. Les enzymes, en fait, ils fonctionnent à 37 degrés. Et quand vous avez un virus, une maladie, en fait, ils peuvent aller jusqu'à 40 degrés. Mais ils ne sont pas tout le temps à 40 degrés. Parce qu'en fait, ils doivent être capables d'aller jusque-là quand il y en a besoin. C'est pareil pour la photosynthèse dans les feuilles. On pourrait attendre que la photosynthèse qu'elle a un rendement de 100%. En réalité, le rendement de la photosynthèse, c'est simplement 2%. Parce que comme ça, en fait, en cas de faible éclairage du soleil, elle peut encore fonctionner. Donc on n'est pas toujours à fond. Singularité aussi. Donc ça, c'est facile à comprendre, comment chaque système vivant, en fait, est singulier et unique. Et donc l'idée, c'est de se dire, puisque l'entreprise doit retrouver sa place au sein du vivant, il faut qu'elle respecte les principes du vivant qui ne sont pas du tout inventés et qui existent, en fait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors, je voulais revenir de manière plus précise sur les exemples pour vous montrer qu'en fait, quand on pense en système vivant, en fait, ça devient extrêmement simple et c'est du bon sens, en fait. On revient vraiment à des choses qui sont du bon sens. Exemple, Expansions, la Mustela, les produits pour bébés. Alors c'est sûr, pendant des années, en fait, ils fabriquaient des produits, 98%, c'est des matières qui sont issues du sol. Donc quand ils sont allés vers la RSE, ils ont dit, il faut réduire, c'est le bateau, l'avion, etc. Voilà. Puis on se dit, c'est toujours pas suffisant. Et puis après, le simple changement de paradigme, de dire, plutôt que de dire pour mon produit, voilà ce dont j'ai besoin, et tous les acheteurs qui sourcent mondialement, en fait, ils ont changé la donne, et c'est quand même très très simple. Ils ont pris leur usine à Épernon, ils ont tracé un cercle de 200 km autour. Ils sont allés voir tous les agriculteurs dans ce rayon de 200 km et ils ont dit, qu'est-ce que vous pourriez effectivement cultiver? Et puis après, ils ont dit, ok, et si on vous aidait sur certaines pratiques, etc., qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? En faisant ça, ils ont changé 80% de leurs produits. Après, pour les 20% restants, il restait l'huile d'argan au Maroc ou les avocats du Pérou, pas simple. Et là, ils se sont dit, ok, on va aller directement sourcer auprès des agriculteurs locaux pour s'assurer qu'il y a un respect environnemental. Et les produits qu'ils n'arrivaient vraiment pas à sourcer, ils ont juste arrêté, ils ont dit stop. Et comme ça, en fait, Sophie Vulu en a parlé, ils ont réussi en fait à augmenter leur rentabilité. Alors c'est vrai qu'on vend peut-être moins, mais comme ils augmentent leur rentabilité, ils sont quand même gagnants. Et vous savez, c'est simple que la première fois où j'ai vu ça, j'ai vraiment eu un choc, parce que je me suis dit, mais
enfin là, des années de marketing, de réflexion, de se dire, oui, en fait, c'est quand même logique de faire un cercle et d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire et de faire les produits à partir de ça. Donc en fait, c'est vraiment très très simple souvent, et c'est revenir à des choses qui sont souvent élémentaires, et c'est juste parce qu'en fait, on a changé de regard, je suis changé de prisme. L'autre exemple que vous avez vu, c'est Pocheco. Donc Pocheco, ils sont à Lille, ils fabriquent des enveloppes. Et donc, pour fabriquer des enveloppes, il y a des solvants qui sont toxiques. Et il y a quelques années, ils disaient, ok, comment on peut faire pour réduire ? Ils ont fait le tour de tous les fournisseurs. Les fournisseurs disaient, bah non, on ne sait pas faire des solvants naturels. Ils ont dit, ok, on va créer un labo de R&D avec des fournisseurs. Ça a pris 2-3 ans pour arriver à fabriquer ces solvants toxiques, pardon, ces solvants naturels. Et ce qui est génial, ça a été les effets papillons derrière. Parce qu'en faisant ça, et tout à coup, les machines, elles n'avaient plus pour être nettoyées. Le simple eau qui venait du toit avec du savon de Marseille, ça suffit. Le bien-être pour les collaborateurs, plus de masques, plus de combinaisons, qui grandit aussi. Et donc il y a eu plein d'effets bénéfices autour de ça. Et à chaque fois, en fait, ça revient à du bon sens, en tout cas. Des choses qui sont relativement simples à penser. Et ce qui est vraiment important pour aller vers l'entreprise régénérative, c'est le changement de paire de lunettes, le changement de regard. C'est comment, en fait, on perçoit ces principes du vivant tout autour de soi. Et je vous assure que quand on commence à changer de paradigme, les principes de diversité, 90% de femmes dans cette salle, les principes en fait, de croissance limitée, les principes en fait, de pas de déchets, en fait, c'est tellement inspirant le vivant. Et encore une fois, on n'est pas en train de parler de principes marketing inventés par des personnes autour d'une salle. En fait. C'est des choses qui existent depuis des milliards d'années. Donc c'est juste comprendre que l'entreprise aussi, elle est vivante en fait. Et donc il suffit qu'elle opère comme un système vivant. Alors, un exemple. Là, par exemple, voilà, ça c'est une entreprise classique. Voilà. En fait, si je change ma paire de lunettes, et si je la regarde vraiment avec une nouvelle paire de lunettes, en fait, je ne vais pas voir ça. Et en fait, je vais voir un système vivant, comme un arbre, interconnecté avec tout son écosystème, en train d'échanger en équilibre dynamique avec tout son écosystème et de grandir avec eux. Là, voilà, c'est un collaborateur très, très souriant. Mais si je remets ma paire de lunettes, en fait, au-delà du collaborateur, en fait, je vais voir un sol fertile, je vais voir un sol dans lequel on peut faire émerger des potentiels incroyables, un sol qu'on peut faire fructifier. Là, je vois un super olivier dans un pot. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, si j'arrête d'arroser en fait, ce pot, l'olivier va mourir. En fait, il dépend juste de moi. Tandis que l'olivier à droite, qui est inclus et intégré dans son écosystème et qui a créé des liens de résilience avec tout son écosystème, si je disparais, en fait, il continue de survivre. Et ça, c'est vraiment l'essentiel du travail de génératif. C'est qu'on n'est plus sur un travail direct, on est sur un travail indirect. Un travail direct, ok, j'arrose, mais si je disparais, ça meurt. Un travail indirect, c'est j'ai mis en place les conditions en plantant cet olivier là dans le champ où il sera bien, pour qu'en fait, si je disparais, il peut continuer tout seul à croître. Donc vraiment, la pensée régénérative, c'est mettre en place les conditions pour permettre à l'autre d'exprimer son potentiel. Et l'autre peut être humain ou non vivant, ça concerne tous les systèmes vivants. Donc, côté culture pour une entreprise, c'est l'organisation, c'est les personnes. Et puis, côté je dirais business model, c'est l'impact sur les systèmes vivants non humains. Et donc, c'est vrai que quand on y pense, ces principes en fait, du vivant, ils existent depuis des milliards d'années. Ils sont universels pour tous les systèmes vivants. Donc, le changement de paradigme de dire une entreprise régénérative, c'est un système vivant qui s'intègre dans d'autres systèmes vivants, donc il doit appliquer les mêmes principes. C'est possible de rendre ça universel, cette pensée-là, cette pensée en système vivant. C'est possible, en tout cas, c'est vraiment notre ambition, c'est de rendre l'approche régénérative universelle. Et ce qui est important aussi, c'est que dans cette approche régénérative, ce changement de paire de lunettes, on ne peut pas dissocier la culture et le business. C'est pas d'un côté je modifie juste mon business model et puis c'est bon, donc j'ai un net positif, voilà mon DAF, regardez je suis régénératif parce que l'Excel montre qu'il y a un plus en bas. Ça suffit pas en fait.
en fait, l'aspect culture est aussi important, comment on revoit ces relations avec toutes ces parties prenantes, comment la Terre fait partie des parties prenantes, comment on revoit les relations avec les collaborateurs. Donc, c'est comment, en fait, la réalité, c'est comment on met la culture au service du business. Donc, c'est pas des affiches, des valeurs, une raison d'être sur des panneaux dans l'ascenseur, et puis derrière un Excel. En fait, c'est comment on réunit les deux, ils sont complètement réunifiés, pour avoir un ensemble, en fait, une vue régénérative sur l'ensemble de l'entreprise. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on pourrait dire, oui, c'est peut-être un doux rêve, mais non, parce qu'en fait, au mois de mai, on a lancé la Butterfly School, qui est vraiment une introduction à l'entreprise régénérative. Vous voyez tous ces logos. Pour l'instant, on a eu deux promos, et la troisième promo démarre demain. Il y a des pionniers qui sont parmi nous aujourd'hui. Et ça, c'est quand même chouette, parce que ça fait 500 personnes, en tout cas, qui sont motivées, qui ont envie de tendre vers ça, et qui utilisent maintenant aussi les principes du vivant comme une boussole vers l'entreprise régénérative. Alors bien sûr, moi je pense vraiment que l'entreprise régénérative en tant que telle n'existe pas, c'est une intention, c'est un chemin. Vous avez vu, vous avez entendu le patron de Nexence, on peut dire que Nexence est une entreprise régénérative, mais par contre c'est un chemin, c'est un pas dans cette direction. C'est ok, on sait où on veut aller, et puis après, pas après pas, on peut y aller. Et ce que je trouve ça chouette, c'est qu'il y a vraiment toute une communauté qui ait envie effectivement de voir l'entreprise avec cette nouvelle paire de lunettes. Et ce qui est important in fine, c'est que tout ça va permettre, parce qu'il y a quand même une urgence, va permettre aussi de restaurer tous les écosystèmes. Et je vais repasser la parole à Louisiane pour qu'elle explique ce que fait Écoterie. Au-delà de ce que fait... au-delà de ce que fait Écoterie, on va surtout aborder... on va parler aussi bien sûr d'Écoterie, mais on va aborder ce prisme de la préservation-restauration des écosystèmes. Donc là, ce que Véronique vous a dit, c'est comment est-ce que en fait, je peux essayer de changer ma vision de la place de l'entreprise, et notamment ses interactions avec le vivant. Il y a donc un point super important qui est la préservation et restauration des écosystèmes, mais c'est pas facile en tant qu'entreprise parfois de se dire ok, comment est-ce que je peux contribuer à préserver, restaurer les écosystèmes. Alors, il y a plusieurs possibilités. En faveur de la restauration, il y a la possibilité pour les entreprises de contribuer à la préservation et restauration de la biodiversité, que ce soit sur leur chaîne de valeur, sur un territoire proche de chez eux ou proche de leurs fournisseurs. Il y a la contribution à la gestion durable des forêts, j'aurais pu mettre aussi des océans, enfin de l'océan. Et puis il y a l'achat de crédits carbone haute qualité, derrière laquelle il y a donc des projets. En fait, quand on parle de crédit carbone, parfois on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, il y a plusieurs marchés du carbone. Mais ce qui est important, c'est que quand une entreprise souhaite acheter des crédits carbone, donc des tonnes, des certificats qui prouvent la séquestration de tonnes de CO2 équivalent, derrière, il y a des projets qui soient de haute qualité. Et des projets forestiers, des projets dans le monde marin, il y a parfois des projets qui sont issus de la tech, mais qui du coup n'ont pas forcément de co-bénéfice sur la biodiversité. Mais donc voilà 3 en tout cas exemples d'actions possibles comme entreprise, en tant qu'entreprise pour restaurer, préserver le vivant. Et notamment la biodiversité et avoir une action aussi sur le dérèglement climatique. Donc ça, par exemple, nous, on le met en place en France et au Danemark, mais ce qui va surtout vous intéresser, c'est la pluralité de projets. Donc ça peut être via des forêts, ça peut être via des projets d'agroforesterie. Vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous dire, ok, en fait, moi, je travaille en lien avec la pollinisation, en lien avec des agriculteurs. Ça a du sens pour moi de soutenir un projet d'agroforesterie. Vous pouvez vous dire, en fait, moi, mon focus, je veux qu'il soit principalement sur la biodiversité, et donc ça a du sens de financer un projet en faveur de la pollinisation avec par exemple la plantation de haies mellifères, qui sont des haies avec des essences spécifiques pour les pollinisateurs, la mise en place de ruches, la restauration de zones humides, de mares, de rivières, la création de jachères fleuries, ou alors peut-être que vous êtes une entreprise qui travaille beaucoup avec le monde marin. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de soutenir des projets de préservation de la biodiversité marine, par exemple en lien avec les mangroves, les herbiers de Posidonie, etc. Donc la question c'est, vous en tant qu'entreprise, où est votre matérialité en fait? Par rapport à votre business model, où est-ce que vous alliez chercher la contribution
la restauration des écosystèmes? Qu'est-ce qui a le plus de sens pour vous? Et je vais vous donner un exemple concret avec un acteur avec qui on a travaillé depuis 2021. Donc on a rencontré ERAM. ERAM, ils ont décidé de mettre en place une stratégie biodiversité. Ils ont signé le Fashion Pact, qui est un pacte qui inclut entre autres des recommandations en termes de biodiversité. Et en termes d'action, je ne vais pas rentrer dans tout leur plan d'action, mais en termes d'action, ils ont décidé de mettre en place beaucoup d'actions en faveur de l'économie circulaire et de l'éco-conception. Ça, c'est pour diminuer leur pression sur la biodiversité, notamment sur la surexploitation des ressources, sur la destruction des habitats et sur les pollutions. Et à côté de ça, ils ont aussi voulu restaurer les écosystèmes. C'était intéressant pour eux qui utilisent beaucoup d'eau de contribuer à la restauration de zones humides. Comme je le disais, il y a 80% des zones humides qui ont déjà disparu. C'est des réservoirs à eau, en fait ça stocke l'eau, et vous savez qu'aujourd'hui l'accès à l'eau est de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passe à Mayotte, entre autres. Et donc, voilà, ils se sont dit, ok, on va soutenir un projet de préservation de la biodiversité, mais en lien spécifique avec les zones humides, parce qu'il y a ce côté eau et que nous, on l'utilise beaucoup, et qu'on met en place des actions pour limiter notre impact sur l'eau, mais qu'on veut aller plus loin, et donc on veut restaurer les zones humides. En parallèle, nous, on est implantés dans le Grand Ouest, et donc ça a du sens aussi pour nous de soutenir un projet qui est dans le Grand Ouest. Et donc là, en fait, on a mis en place un projet ensemble, en Bretagne, dans une forêt qui s'appelle la Trinité-Langonette, où il y a une grande zone humide, à peu près 40 hectares de zone humide, et eux, ils ont contribué à la restauration de 4,5 hectares du site. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ensemble? Donc déjà, on a fait un état des lieux, un diagnostic pour regarder quelles sont les espèces présentes, espèces faune-flore, quelles sont les espèces menacées sur le site. On a fait un inventaire, on a regardé l'état de la zone humide, etc. Et puis après, avec des écologues, enfin nous, nos écologues en interne aussi, et ensuite on a mis en place des travaux de restauration. Donc on a cherché à réouvrir le milieu, donc en fait à permettre le passage de lumière sur la zone. On a créé 4 mares à des endroits spécifiques. On a cherché à améliorer la fertilité du sol en créant ce qu'on appelle des zones d'étrepage. Et en fait, toutes ces actions, elles ont pour but de permettre le maintien de la biodiversité présente, notamment les espèces amphibiens, odonates, donc les libellules, mais aussi la qualité d'accueil de la biodiversité sur le site. C'est-à-dire, en fait, pour qu'il y ait de la biodiversité, il faut qu'il y ait de la ressource alimentaire pour ces amphibiens, odonates, etc. Et il faut aussi qu'il y ait des habitats. Et donc on crée tout un tas d'actions, là je vous en ai mis 3 exemples, mais on crée tout un tas d'actions pour permettre que les conditions du milieu soient propices pour la biodiversité. Et tout ça, ça donne des KPI, on fait un suivi dans le temps, pendant 30 ans, et on donne tous ces KPI à ERAM, qui ensuite les inclut dans leur rapport extra-financier. Donc eux, je ne sais plus s'ils sont en SBTN ou TNFD, mais bon, l'un des 2 cadres de reporting biodiversité. Que je vous invite à regarder d'ailleurs si vous ne connaissez pas le sujet, mais ça vous aidera peut-être à mettre en place une stratégie biodiversité. Et pour faire un aparté là-dessus, en gros, si je me focalise sur le SBTN, c'est tout un tas d'actions qui vont aider les entreprises à mettre en place une politique pour la nature, une stratégie pour la nature. Et ça inclut, entre autres, des actions pour réduire ces pressions, pour éviter des pressions et pour restaurer et régénérer les écosystèmes et pour bien reporter toutes ces actions dans leur reporting. Et donc, voilà, en fait, ERAM s'est posé la question à quel écosystème je dois contribuer. Et donc, on a créé un projet ensemble et aujourd'hui, ils le valorisent aussi dans leur reporting. Peut-être pour terminer, puis on va vous laisser surtout la parole pour que vous posiez vos questions si vous en avez. Il y a 4 grandes questions à se poser quand on veut contribuer à la restauration des écosystèmes. La première question, c'est à quel écosystème est-ce que c'est pertinent que je contribue? Est-ce que c'est un écosystème zone humide? Est-ce que c'est des projets en faveur de la pollinisation? Est-ce que c'est des forêts? Est-ce que c'est un projet en lien avec l'agriculture, avec le monde marin? La deuxième question, c'est la localisation du projet. Est-ce que c'est plus pertinent pour vous de contribuer là où la majorité de vos collaborateurs sont implantés? Est-ce que c'est là où votre siège social est?
Est-ce que c'est là où vos fournisseurs sont parce que vous avez une grande partie de votre impact qui est liée à vos fournisseurs et vous pensez que c'est plus intéressant d'aller chercher de l'impact au niveau des fournisseurs? Est-ce que c'est là où vos clients sont? C'est des questions à se poser. Ensuite, la temporalité et la quantité à financer. La temporalité, donc à quel moment je dois commencer à contribuer à la restauration des écosystèmes, que ce soit sur ma chaîne de valeur directement sur mon site ou autour. La temporalité, nous on pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut le faire au plus vite, aux côtés d'actions de diminution des pressions. Là entre autres sur la biodiversité, mais sur le carbone c'est la même chose. Parce que en fait, les écosystèmes s'érodent et on le voit en permanence, et donc c'est pas avec les petites subventions de l'État qu'on va restaurer tous les écosystèmes en France. Donc c'est pour ça qu'on pense tous que les acteurs économiques, mais aussi les citoyens, ont leur part à faire, les ONG aussi. Donc la temporalité, on pense que c'est le plus vite possible aux côtés d'actions de diminution de pression. Et la quantité à financer, alors là il y a deux possibilités. Si vous êtes sur une stratégie biodiversité, c'est dur de se dire ok, quelle quantité je dois financer. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Je vais vous donner une piste de réflexion. On a certains clients qui nous disent je vais essayer d'appliquer l'accord de la COP15, l'accord Kunming-Montréal, à la COP15 biodiversité, à mon entreprise. Et ce que la COP15 a dit, les résultats de la COP15, c'est qu'il faut restaurer 30% des espaces dégradés. Et donc, on a certaines entreprises qui se disent moi, ma superficie, c'est de X, et je vais contribuer à restaurer X, en parallèle d'actions de réduction d'impact. Et sur le carbone, ça dépend des cadres sur lesquels vous êtes, mais globalement, ce que dit le SBTI, c'est que vous devez donc diminuer vos impacts de moins 42% d'ici à 2030, moins 90% d'ici à 2050, et qu'à côté de ça, il faut contribuer à financer des crédits carbone haute qualité à hauteur de, à minima, 10% des émissions résiduelles incompressibles, puisqu'on aura toujours des émissions résiduelles. Donc il faut au moins les compenser avec des crédits carbone haute qualité. Et c'est pour ça que j'arrive à mon dernier point. La dernière question à vous poser, c'est quelle est la qualité du projet que vous financez? Aujourd'hui, la meilleure façon de séquestrer du CO2, par exemple, c'est de faire de la monoculture de résineux. C'est génial, ça pousse très vite, c'est nul pour la biodiversité. Donc posez-vous la question, le projet que je finance, en l'occurrence sur un projet carbone par exemple, de séquestration de carbone, est-ce qu'il a vraiment du sens? Est-ce qu'il a du sens global sur la biodiversité, sur les communautés locales, etc., etc. Donc voilà les 4 questions peut-être à se poser sur comment contribuer aux écosystèmes. En gros, là, vous repartez avec 2 raisons principales pour vous mettre en mouvement. C'est scientifiquement, juste limiter ses impacts, ça ne suffit pas. D'autre part, le marché vous pousse à vous différencier en tendant vers la régénération et pas uniquement sur la RSE. Ensuite, Véronique vous a donné des clés pour changer votre approche et essayer de repenser la croissance. Par exemple, est-ce qu'une croissance exponentielle, c'est vraiment ce qu'on cherche? Est-ce qu'on peut essayer de jouer mieux, de créer des interactions qui ont plus de valeur avec ces parties prenantes? Est-ce qu'on peut repenser sa place avec le vivant? Et puis ensuite, on vous a donné quelques clés pour contribuer à la restauration, la préservation des écosystèmes, parce que c'est le rôle de tous. Voilà, et on est là pour vos questions, si besoin, et on vous attendra aussi dehors, si vous voulez. Oui, bonjour, merci pour ça. Donc, je suis Monique Cumin, je représente Seedlings, qui est un cabinet de transformation profonde des dirigeants et des leaders, donc notamment sur la partie humaine et culturelle. Et en fait, je voudrais rebondir par rapport au thème de ProDurable cette année, qui est justement sur la bascule culturelle. Et ce que j'entends dans toutes les conférences, c'est des entreprises qui disent on ne va pas suffisamment vite ni suffisamment loin. Et donc j'ai envie de vous poser la question à chacune de vous, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez de différent dans vos boîtes respectives pour en faire 10 fois plus? Alors vraiment, si j'avais une baguette magique, je pense qu'un des principaux problèmes, c'est la mesure de la croissance avec le PIB et la façon dont on fait
dont on suit l'organisation comptable. Donc je pense que la comptabilité 3 capitaux, qui est le fait pour une entreprise de suivre son impact, l'impact économique généré par ses activités sur la partie sociale, environnementale, gouvernance et économique, elle est importante. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile pour une entreprise de mettre en place la comptabilité 3 capitaux. Et puis, surtout, si tout le monde le faisait, en tout cas le CAC 40, je pense qu'on aurait des petits problèmes au niveau de la bourse. Mais voilà, ça c'est un peu une première vision. Je pense que pour donner quelque chose de plus concret, une étape fondamentale, c'est la formation, et notamment sur le sujet de la biodiversité, mais aussi du climat. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les dirigeants, comme les collaborateurs, aient bien compris les enjeux. Dans quelle mesure est-ce que mon entreprise dépend de la biodiversité ou du climat? En fait, il faut que tout le monde comprenne qu'on ne pourra pas faire du business dans un monde qui tend à plus de 2,7 degrés. Et quels sont mes impacts aussi. Donc comment est-ce que ça va impacter la pérennité de mon entreprise, et comment est-ce que je peux aussi réduire mes pressions. Donc voilà, changer le PIB, mais on n'est pas parti pour ça, et la formation. De mon côté, en fait, j'inviterais Socrate dans tous les COMEX et les CODIR, parce que en fait, nos actions, de quoi sont issues nos actions? Nos actions, quand on décide de faire quelque chose, elles sont issues de nos pensées. En fait, on pense quelque chose et on agit. Mais au-delà de nos pensées, plus haut, il y a notre manière de penser. Et aujourd'hui, on ne remonte pas à la manière de penser. Pense à Socrate qui posait toutes ces questions. Et aujourd'hui, quand on voit quelque chose, on voit un problème. Donc le problème, on le fragmente, on essaie d'en faire des petits bouts. Mais en faisant ça, donc c'est génial, parce que ça nous a permis de développer pendant des siècles des expertises hyper pointues qui nous ont emmenés sur la Lune et faire des voitures volantes, et c'est génial. Mais par contre, en fait, ce qu'on a perdu avec cette fragmentation de notre vision, on a perdu en fait la vision du tout, la vision du tout et de toutes les interrelations. Et c'est pour ça que, en fait, la manière de penser en système vivant, dans lequel, en fait, on ne fragmente pas. En fait, on dézoome et on voit les liens, on voit le tout. Et la réalité, c'est qu'en fait, tout est interconnecté avec tout. Vous me dites, je vous modifie, ok, pas de lien avec la nature. Si je vous dis, arrêtez de respirer pendant 2 minutes. Arrêtez de respirer pendant 2 minutes. En fait, vous êtes connecté avec la nature tout le temps. Il n'y a rien qui est civilisé, il n'y a absolument rien. En fait, tout, c'est un continuum de systèmes vivants, en fait, interconnectés. Donc, tant qu'on n'aura pas changé la manière de penser, en fait, pour moi, on ne changera rien. On pourra faire tous les plans du monde, on ne changera rien. Et ça veut dire avoir le courage de se dire, mais comment est-ce que je pense? Et c'est pour ça que, en tout cas, le guide des principes vivants est une bonne méthode, parce que, moi, en tout cas, je sais que j'apprends tous les jours, il n'y a pas une journée dans laquelle je me prends une claque en me disant, waouh, en fait, on est tous conditionnés dans notre manière de penser depuis qu'on est tout petit. On fragmente, on siloise pour essayer de tout contrôler. Mais le vivant, c'est pas ça. Donc tant qu'on n'aura pas changé de regard, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose, en fait. C'est personnel. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, s'il n'y en a pas, au pire, on reste là, et nous, on a un stand numéro 145, si besoin. Merci beaucoup. Contractuelle, elle est plus à bonne. Ici en Angleterre, en Allemagne, on développe des projets et aujourd'hui on est un propriétaire forestier. Ok, bah oui. Et les derniers projets. Super, alors il y a des chances pour toi ou pas?
Après, c'est le problème